Bonjour. Dans la dernière vidéo, soit la partie 1 concernant Vénus Nigra, nous sommes revenus en invoquant le souvenir de Sarah Jo Bartman, alias Sauche, et quelques exemples de maltraitance sexuelle et médicale sur les femmes noires. Dans la partie 2, on va parler de puissance. Cependant, je tenais à préciser quelque chose. Déjà, le film Vénus Noire de Keshish, il sort en 2010, et la pièce, je l'ai créée en 2017. Donc, c'est un peu comme pour d'autres pièces. Il y a vraiment un très long temps entre le moment où je commence à la concevoir et le moment où elle est réalisée. Donc je mélange dans cette pièce des pensées, des recherches qui se sont construites sur 7 ans au final. Ensuite, ce buste de femme noire, pour moi, il représente toutes les femmes. Je m'explique. Le corps de la femme noire, pour moi, concentre en lui toutes les violences systémiques possibles et imaginables. C'est une manière pour moi d'aborder ce qu'est l'identité principale et les identités annexes. C'est comme s'il y avait un biais inconscient qui nous pousse à utiliser le corps caucasien comme étant un peu le corps général. Donc quand on présente un corps caucasien, il représente toute l'humanité. Par contre, quand on présente un corps racisé, là, il présente plus l'histoire de son groupe, alors qu'on pourrait écrire l'histoire à partir des Africains, des Asiatiques, des Océaniens, enfin peu importe. Et pour moi, le fait que cette sculpture, elle représente toutes les femmes, c'est aussi dire qu'on pourrait écrire l'histoire des femmes à partir de la femme noire. C'est une source parmi tant d'autres de l'histoire de la femme. Ce n'est pas une branche de l'histoire de la femme. Et donc pourquoi moi je place la femme noire à travers cette sculpture comme base générale de l'histoire des femmes dans mon univers? Donc évidemment, d'un côté parce que je suis dite noire, après est-ce que ça existe vraiment noir ou blanc, ça c'est une autre question, mais c'est aussi parce que dans ma poésie, le noir en peinture c'est le mélange de toutes les couleurs. Quand tu associes toutes les couleurs, tu crées du noir. Le noir, c'est la couleur qui absorbe toutes les autres et en ça qui accueille en son sein toutes les identités. Maintenant, j'utilise une représentation de femme qui est européenne vu que ce buste est une reproduction d'une Aphrodite anadyomène. Comme j'ai dit dans la première vidéo, j'ai fait ce choix parce que ici on parle de fantasme. Moi, je parle de fantasme. Nous sommes sur la projection dont le corps féminin est victime. Et c'est aussi parce que l'imagerie de la Vénus, elle a été diffusée de l'Europe au monde entier comme un canon principal. Et donc, du coup, elle n'appartient plus à l'Europe. Elle appartient au monde, comme un symbole qui veut dire quelque chose. Et je ne crois pas que l'appropriation doive rester unilatérale, surtout quand on parle d'un mal global. Et la Vénus, c'est un code qui est compréhensible par tous. Aussi, ça je le disais déjà dans la première vidéo, je refuse de répondre aux clichés concernant la femme noire. Ce corps-là, une femme noire peut l'avoir, une femme asiatique peut l'avoir, toute femme sur cette terre de n'importe quel groupe ethnique pourrait avoir ce corps-là. Surtout, il n'appartient à personne, je le répète. Ce corps ne peut appartenir à personne, il ne vient pas d'une vraie personne. Et comme il n'appartient à personne, ben je suis aussi libre d'en faire moi ce que j'en veux. Anadyomène. Donc, anadyomène, c'est un terme qui signifie sortant des eaux. Le sujet de l'eau reviendra plus tard dans d'autres vidéos, à travers d'autres œuvres, car je parle beaucoup d'eau dans mon travail, et parce que je fais un lien entre le fait d'être anadyomène et la Mamiwata, la sirène. J'ai toute une pensée par rapport à la vision négative qu'on a fait des sirènes, mais ça on le verra bien plus tard à travers l'œuvre Lady Mirror. Et là on commence à parler de puissance. La posture de cette sculpture, pourquoi elle m'a intéressé, c'est qu'elle n'est pas, comme certains m'ont demandé, mais pourquoi tu ne l'as pas faite au sol? Non, elle n'est pas morte, elle n'est pas gisante, elle n'est pas défaite, elle n'est pas soumise. Quand on regarde, on lui comprend le bras levé, car elle est en puissance malgré la violence. Elle est en action, elle est bien vivante. Le rouge vif de la chair, d'ailleurs, implique une énergie bien présente. Donc, en effet, pour moi, on a toute en nous une Vénus Nigra qu'on est en droit d'invoquer. Peu importe notre origine ou notre couleur. Derrière elle, il y a les femmes brûlées comme sorcières sur les bûchers, mais il y a les femmes guerrières vikings, il y a les femmes lapidées sur place publique, mais il y a les grandes guerrières berbères, les combattantes kurdes, il y a toutes les femmes d'aujourd'hui qui subissent le trafic d'êtres humains à grande échelle, ou la consommation des hommes dans le cadre intime, mais il y a toutes les femmes qui conquérissent le monde de toutes les manières possibles aujourd'hui, et dans l'histoire. Il y a toutes les femmes qui sont violées ou manipulées pour jouir de leur corps, et toutes celles qui frappent, qui crient, qui demandent justice, et même celles qui se vengent. Il y a toutes les femmes énervées, les reines guerrières, le bras levé, prêt à s'abattre. Et le bras n'est plus de chair. Le bras, là, maintenant, il est d'esprit. Et en ça, il peut posséder toutes celles qui en ont besoin. Dans l'histoire des femmes noires, je mets en relation Saochi avec, par exemple, la reine Amani-Shaketo, Candace de Méroé, reine du royaume de Kouch, soit l'actuel Soudan, qui, en 24 avant Jésus-Christ, ordonne une incursion en Égypte, parce que les Romains ont colonisé l'Égypte, ils commencent à avancer un petit peu trop vers chez elle, elle anéantit plusieurs garnisons romaines et elle stoppe la conquête que les Romains avaient entrepris en Nubie.
des femmes guerrières, autant stratèges que puissantes. Il y en a pléthore dans l'histoire du monde, mais beaucoup dans l'histoire africaine. On va aller dans des histoires plus récentes. La reine Ginga, du Ndongo et du Matamba, en actuel Angola, pour sa longue résistance aux colons portugais au XVIIe siècle. Et bien évidemment, par exemple, les Amazones du Dahomey, en actuel Bénin, qui en 1892 mettent en échec et déroutent les soldats coloniaux français aux portes de leur royaume. Et j'avoue, je mets aussi toute ma lignée de reine Bamileke, notamment Maboko Nyacham, reine qui avait fait fuir toute une troupe de soldats qui attendaient le départ des hommes pour attaquer ses terres, et Mabel Tawa III qui a eu 4 maris. Cette pièce, Ma Vénus Nigra, elle incarne énormément de choses. Comme dirait un grand homme à son propos, elle représente un mythe qui englobe tous les mythes. Mais elle a été également pour moi la source de beaucoup de créations annexes, et encore aujourd'hui, des textes performatifs, mais également des installations, des peintures que je présenterai plus tard, courts-métrages. Je crée encore possédé par Vénus Nigra. Petite anecdote d'ailleurs, j'avais été invité il y a quelques années par Shaman Dolby et Sylvie Coffey, qui faisaient un projet qui s'appelait Eyumbu et qui invitait en fait les artistes à être comme possédés par leurs œuvres et en fait à donner leur voix à leurs œuvres, c'est-à-dire à parler à la place de leur œuvre. Et dans cet exercice que j'ai trouvé absolument mystique, comme une possession de mon corps par ma sculpture, la voix qui est sortie de moi, elle était d'une rage et d'un mépris. Vénus Nigra, elle se lie à tellement de mes créations, de mes pensées encore aujourd'hui. 7 ans plus tard, sa création, c'est une pièce fondamentale pour moi. Et jusqu'aujourd'hui, je refuse de la vendre en particulier. Désolé, j'estime que cette pièce doit aller dans un musée, là où elle sera accessible à tous ceux qui veulent communier avec elle. Il y aurait un truc qui serait comme répéter la chosification du corps par quelqu'un qui voudrait se l'approprier, alors qu'elle appartient à tous et surtout à toutes. Ou sinon, elle n'a qu'à être enterrée avec moi. Merci beaucoup.